Bonjour Interpares numéro 27, et aujourd'hui vous savez quoi, c'est la numéro 27, mais c'est mon anniversaire, le 11 novembre, j'ai 46 balais, oula, je sais, je l'ai fait, peu importe. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'avais décidé de vous parler d'un des livres que j'ai eu en cadeau d'anniversaire. Alors rassurez-vous, parce que j'ai eu des cadeaux à l'avance quand je suis allé dans les Landes, j'ai vu ma famille et notamment mes parents, et entre autres choses, mes parents m'ont offert ce très beau catalogue Léon Spiliart, Lumière et solitude, et c'est une exposition au musée d'Orsay, Grand Palais, à laquelle je ne serai pas allé de toute façon car je vais très rarement à Paris. Donc là bien sûr avec le confinement, je suppose même que l'exposition est interrompue, je ne sais plus quand elle était. Non, elle s'était arrêtée le 20 septembre, elle avait été rouverte de juillet à septembre 2020. Donc je ne peux pas vous dire d'y aller puisque de toute façon elle est terminée, c'est pas qu'elle a été interrompue mais elle est terminée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le catalogue est absolument magnifique. Alors, Léon Spiliart, moi, je l'ai découvert vraiment à Bruxelles en 1998, et notamment, une des œuvres vraiment marquantes pour moi de Spiliart, c'est celle-ci. Alors, on voit très mal, peu importe, vous chercherez. Ça s'appelle La Baigneuse, et c'est un Lavis d'encre de Chine de 1910. Et lors de notre visite à Bruxelles, on avait vu plusieurs Spiliart, et on avait été vraiment admiratif, on était tombé sous le charme d'un très grand nombre de choses à Bruxelles, mais notamment de la peinture de Spiliart. Et c'était pas un nom que je connaissais du tout. Et la raison en est relativement simple, en fait, c'est que Léon Spiliart n'existe pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi Léon Spiliart n'existe pas. C'est un peu compliqué parce que j'ai le fil du micro, puis c'est des livres assez difficiles à manier que j'ai prévu de vous montrer. J'ai prévu de vous montrer celui-ci, par exemple, L'art au XXe siècle. C'est chez Taschen, c'est un gros truc en 2 volumes, ça fait très longtemps que je l'ai. Eh bien, figurez-vous que même à l'index, même comme ça, sur une ligne en passant, Léon Spiliart n'existe pas dans ce livre. Et puis moi, ce que j'avais commencé par regarder, c'était un autre bouquin, c'est pas celui-là, je vais y arriver, c'est celui-là qui était un livre sur l'art contemporain. Je vérifie que le micro se barre pas, ou que je fais pas trop de bêtises avec le micro. C'est ce livre-là sur l'art contemporain, l'aventure au XXe siècle, l'aventure de l'art, pardon, au XXe siècle, sous la direction de Jean-Louis Ferrier. C'est chez Chênes Hachette, et ce livre, je l'avais eu quand j'étais lycéen, quand je commençais vraiment à me passionner pour l'art, et pour l'art contemporain notamment. Et c'est un livre qui est super bien, qui est très riche, qui se présente par année, en quelque sorte, comme si c'était un peu des articles de journaux. Donc il n'y a pas énormément d'approfondissement, mais c'est très riche, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de remises en contexte historique et de remises en contexte avec les autres arts aussi, beaucoup d'interdisciplinarité. C'est un livre qui doit dater de 1990, quelque chose comme ça, et qui à l'époque où il est sorti, était vraiment très original dans sa présentation, dans son fonctionnement, et j'y retourne très souvent. Et là, comme j'avais prévu pour cette vidéo, Interpares, je dis bon, je vais un petit peu parler de ce catalogue consacré à Léon Spiliart, que j'ai eu pour mon anniversaire, et dont j'ai lu tous les articles, et ça m'a vraiment beaucoup intéressé, ça m'a appris énormément de choses, parce que c'est une œuvre qui compte pour moi, mais j'avais pas vraiment de contexte, je savais pas tant de choses que ça sur l'œuvre, ni d'ailleurs sur la vie, ni sur le contexte culturel et historique de l'œuvre de Spiliart. En fait, ce qui est très curieux, c'est que je suis du coup allé chercher, je me suis dit, pour Interpares, ouais, j'étais pas très inspiré peut-être, mais je me suis dit, je vais aller regarder du côté de l'aventure au XXe siècle. Eh bien, vous savez quoi, l'aventure de l'art au XXe siècle, il y a 2 types d'index. Il y a l'index, en fait, il y a 3 types. Il y a les biographies d'artistes, Spiliart n'y est pas. Il y a l'index des œuvres représentées, c'est-à-dire que par ordre alphabétique, il y a les noms des différents artistes, et puis il y a les références de la page où l'on trouve une œuvre d'art. Donc ça, c'est un index qui est quand même très pratique, parce que si on veut quand même aller voir une reproduction, on va directement à cet index-là. Puis comme il n'y avait toujours pas Léon Spiliart, je suis allé voir à l'index général, dans lequel vous avez tout et son contraire, on va dire. Par exemple, si vous regardez en cherchant à Spiliart, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Steven Spielberg, par exemple. Il n'y a pas de reproduction de Steven Spielberg ou de films de Steven Spielberg, mais voilà, comme il est mentionné à un moment donné, on en parle. Et bien même comme ça, même en passant, Léon Spiliart n'existe pas. Alors moi, ça me surprend parce que pour moi, c'est vraiment un artiste majeur de quand, tiens, de l'immédiate avant Première Guerre mondiale et puis de l'entre-deux-guerres. Les œuvres les plus marquantes, celles qui ont le plus marqué l'histoire de l'art, ce sont celles de la décennie qui précède la Première Guerre mondiale, de 1901 à 1914 à peu près. Et après, il continue et ça reste très intéressant. Mais c'est d'ailleurs une phase qui est relativement sous-représentée dans ce catalogue.
Ce catalogue, il s'intéresse surtout à la première manière de Spiele Art, et on va y venir. Mais c'est pour dire qu'à l'arrivée, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si, c'est ce que je dis, hein, Spiele Art n'a jamais existé. Alors, c'est le jour de mon anniversaire, moi j'ai jamais existé non plus, donc ça tombe bien, mais c'est quand même très 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 étonnant. Qu'est-ce qui fait quand même, heureusement qu'à un moment donné, finalement, il y a quand même une grande expo, une grande rétrospective qui est consacrée à cet immense peintre. Alors pourquoi immense peintre? Je vous en ai montré un. Alors c'est une reproduction par vidéo pour vous de ce qui est déjà une reproduction dans un catalogue. Donc c'est pas exceptionnel, mais par exemple, tiens, voilà, celui-là, moi je le connaissais pas. Du coup, je suis allé faire pas mal de recherches dessus. Les flacons, bon, celui-là il est beau aussi, hein. Les flacons, c'est quand même exceptionnel. Alors ça fait penser un peu à un certain nombre d'artistes figuratifs qui travaillent d'une manière presque abstraite à ce même moment-là. On peut penser à Hammershøi, mais Hammershøi c'est un peu plus ancien, mais on peut penser à des choses comme ça. Mais ça c'est magnifique. Alors il travaillait quasiment pas à l'huile, c'est presque toujours du pinceau, des gouaches ou de l'encre de Chine sur du papier. Ça c'est quand même exceptionnel. Alors on y retrouve éventuellement après. Il anticipe un petit peu l'art des affichistes, mais des affichistes, pas des affichistes de la belle époque, des affichistes nettement postérieurs, hein, finalement, c'est extrêmement un précurseur, on va dire. Hein. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, je ne peux pas tout vous montrer. Alors il y a 2 articles qui sont consacrés au travail qu'il a fait avec les poètes, avec notamment Maeterlinck. Mais bon, je ne peux pas vous montrer tout ça. Il y a toute la question des autoportraits, il y a un article qui est consacré à ces autoportraits, ça c'est quand même exceptionnel aussi. Hein. C'est les autoportraits de Spiele Art. J'aurais pu d'ailleurs aller chercher mon livre de reproduction d'autoportraits du XXe siècle. Ça aussi, autoportrait, puis ça c'est un portrait de sa sœur. Bon, c'est pas de très bonne qualité, enfin le livre est de très bonne qualité, mais là en passant par la vidéo, ça ne simplifie pas beaucoup la communication. Mais enfin voilà, ce catalogue est vraiment très très chouette. L'article que j'ai préféré, parce que je peux quand même vous dire ce qu'il y a dedans en tant que catalogue, c'est un ami Facebook, Laurent Morel, qui en se scandalisant, ou en tout cas même en se moquant de cette espèce de bulle délirante qu'il y a eu il y a 15 jours sur l'ouverture des librairies, la fermeture des librairies, la fin de la civilisation française, etc., disait que les gens pour qui la lecture et la littérature comptent ont chez eux des quantités de livres qui n'ont pas encore eu le temps de lire ou qui n'ont pas eu le temps de lire en entier, et puis ils ont aussi des livres qu'ils peuvent relire. Donc finalement la fermeture des librairies, ça ne crée de manque chez aucun lecteur, et ça c'est vrai. Et il citait aussi le cas des catalogues. Il disait déjà si vous avez des catalogues chez vous, il y a forcément des catalogues d'art que vous n'avez pas lu de la première à la dernière ligne, c'est l'occasion de le faire. Et c'est vrai que moi, des catalogues, j'en ai pas tant que ça, mais je les lis vraiment, c'est pas que des livres d'images, et c'est souvent, de plus en plus depuis quelques années, il y a souvent vraiment d'abord une édition qui est extrêmement minutieuse, qui est très très rigoureuse d'un point de vue scientifique, et puis les textes sont souvent très très bons. Et là, l'article qui m'a le plus plu, alors il y a des articles de Laurence Descartes, d'Anna Testard, de Leila Jarboué, d'Anne-Adrien Spagné, de Noémie Goldman, de Will Stone et de Sébastien Mullier. C'est sous la direction d'Anne-Adrien Spagné et Leila Jarboué, qui étaient les commissaires de cette grande exposition au musée d'Orsay. Voilà, et qui a aussi été inaugurée avec la Royal Academy de Londres. Ah ben non, je dis des bêtises en fait. Non, mais je sais pas lire en fait, moi. C'était à la Royal Academy de Londres en 2020 et ça avait commencé le 13 octobre au musée d'Orsay. Donc c'est ce qui me semblait quand même. Ça a été interrompu. Donc normalement, elle devait se tenir l'expo du 13 octobre 2020 au 10 janvier 2021 au musée d'Orsay. Elle a dû être interrompue. Je suppose que les musées sont fermés. Et du coup, je sais pas quand. Donc dès que ça rouvre, hein, les Parisiens, vous allez voir Spiele Art. C'est quand même, si vous connaissez pas Spiele Art, il faut aller voir ça en vrai. Moi, je suis obligé de me contenter du catalogue, mais en vrai, c'est évidemment encore plus bouleversant, c'est évident. Et donc, l'article qui m'a le plus plu, c'est l'article de Noémie Goldman sur Léon Spiele Art et la ville d'Ostende. Et c'est très très beau, la manière dont elle explique que finalement, Ostende n'est pas seulement le personnage principal ou le site principal et le chronotope principal qui inspire Spiele Art dans son œuvre. C'est aussi presque une sorte de double du peintre. C'est comme si Ostende peignait presque avec Spiele Art. Et c'est très très beau ce qu'elle écrit. Alors, du coup, les prolongements, c'était un peu compliqué parce que j'ai parlé de manière négative des catalogues, des gros bouquins là comme ça, massifs d'histoire de l'art au XXe siècle. Pour dire que Spiele Art n'y existait pas. Et je m'étais demandé quel prolongement faire, parce qu'il y a un côté très belge. Hein. Spiele Art, il est resté tout le temps en Belgique, et même plus que belge, il est totalement lié à la ville d'Ostende. Donc ça crée aussi cette espèce de créativité absolument phénoménale
de la littérature et de l'art belge à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ça m'a évoqué pas mal de choses, et j'avais pensé en fait vous parler de Bruges la morte de Georges Rodenbach, mais Bruges la morte de Georges Rodenbach, j'aurais aimé pouvoir vous en parler en vous montrant les photographies, parce que ça fait partie moi de mes premiers chocs, le lien entre photo et texte dans Bruges la morte de Rodenbach, mais l'édition que je possède vraiment, et cette édition en édition de poche Babel dans laquelle il n'y a pas les photos. Mais la raison pour laquelle j'étais un peu parti sur les photos, et c'est un peu la coïncidence aussi, c'est qu'aujourd'hui j'ai vu apparaître sur Facebook le lien vers le numéro 2 des nouveaux cahiers de Marge. Et Marge, c'est une équipe de recherche qui est notamment animée par Gilles Bonnet, qui est quelqu'un qui fait quelque chose de remarquable au niveau de l'étude de la littérature et de l'écriture numérique. Et ce numéro 2, il est consacré à littérature et photographie numérique, ce que Gilles Bonnet, dans l'introduction, appelle la pixel littérature. Alors évidemment, là, moi, je n'avais pas parlé à propos des contemporains de Spielhardt, de Rodenbach, de photographie numérique, mais bien sûr de photographie à l'ancienne, avec d'ailleurs des techniques et des technologies qui sont déjà plus employées depuis très longtemps. Mais enfin, ça me paraissait intéressant de faire tout ce lien aussi, le fait que l'œuvre de Spielhardt, elle s'inscrit fondamentalement dans ce moment où la photographie et le cinéma prennent un relais important et où du coup, la représentation picturale se déplace vers quelque chose. Mais enfin, je voulais vous le signaler, je mets le lien dans la description aussi. Ça n'a pas un vrai lien avec Spielhardt ou avec ce dont je parle, mais je voulais en profiter pour en parler. Ça a l'air très bien, le numéro des nouveaux cahiers de Marge, direction conjointe de Gilles Bonnet et Jérôme Tello, et ça s'appelle littérature et photographie numérique, Input Pictura Poesis, avec un jeu de mots sur l'anglais et sur le latin. Je ferme la parenthèse. Alors du coup, le prolongement, ça va être quoi? Parce qu'on finit par se demander, on se dit, ah ben ça y est, hein, il a fêté ses 46 barreaux, et c'est pas mieux que d'habitude, c'est même pire, et c'est de pire en pire. Eh bien, c'est un poème d'un poète que j'aime beaucoup. Là, c'est dans l'anthologie La poésie symboliste de Bernard Delvaille, chez Segers, et c'est un poème de Charles van Lerberghe. Alors Charles van Lerberghe, c'est pas un poète d'Ostende, il est né à Gand, il est mort à Bruxelles, je ne sais pas exactement où il a vécu, à quel moment, je ne m'intéresse pas trop à la biographie des créateurs en général, même si parfois, comme dans le cas de Spielhardt, ça peut vraiment présenter un intérêt. J'ai appris des choses intéressantes sur l'éclairage biographique de certaines œuvres. Je vais vous lire un poème de Charles van Lerberghe, et puis après, c'est marre. Hein. La jonchée. Ici repose sur la terre immortelle, en un lieu solitaire où ne pénètrent pas les souffles extérieurs l'adorable et subtile poussière de ce qui fut jadis des fleurs. En cette pourpre hélas automne de roses fanées et de lys mourants, tombés de leur couronne, parmi les herbes et les fleurs des champs, en ce velours profond et plus doux que des mousses, elles, en les foulant jadis, ont laissé des empreintes de pas nus et tissés comme de laine, des pointes de petits pieds qui vont et viennent, sinueux et gracieux, et s'entrecroisent en fil de chaîne ou en un rythme silencieux, là où toutes les lignes convergent. Onduleuse traîne d'or, mince ruisseau entre des berges, comme un baiser splendide d'or, le long et tiède et clair repos de celles qui, voluptueuses et nues, leurs longues chevelures en gerbe, blondes entre les hautes herbes, se sont étendues, laissant l'empreinte de leurs mains, de leur tête lourde et de leurs seins, de tout leur corps superbe, et le parfum de leur chair uni aux aromates rares que versaient sur elles en souriant les esclaves portant des amphores. Et toujours en un cercle infini, s'enlacent et se nouent et s'entrelacent et se dénouent de petits pas qui courent comme un pétillement dans le vent. Ainsi revivent en un rêve aux tons assourdis et fanés d'une automne qui s'achève, les rares et somptueuses heures où dans du soleil résonnaient des sons de harpe et de sitar. C'est un poème de Charles van Lerberghe qui est tiré de son premier grand recueil, je crois, Entre Visions, 1898. Donc on se situe vraiment au même moment extrêmement spécifique de création. On va dire, hein, c'est la fin du symbolisme. Et en art, en poésie, etc., ce moment qui est finalement, après la mort de Verlaine, la mort de Mallarmé, c'est la toute fin du siècle, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, pas qu'en Belgique, il se passe quelque chose dans toute l'Europe. À ce moment-là, c'est vraiment le modernisme qui naît. C'est la fin du symbolisme et c'est le modernisme qui naît, c'est-à-dire un degré supérieur de gratuité,
du texte, de recherche autour de la gratuité même du langage, qui fait que chez quelqu'un comme Spiliart, on va se trouver à la limite de l'œuvre abstraite. Et donc, on commence à faire ce mouvement vers l'abstraction qui finit par signifier plus que cette espèce de déclinisme symboliste qui parfois a ses facilités ou qui parfois a mal vieilli. Et donc, dans Van Lerberghe, il y a ça, il y a ce même mouvement vers l'abstraction, sans l'abstraction. Mais de toute façon, tout ça compte pas, puisque Van Lerberghe, Spiliart et nous tous, nous n'aurons jamais existé. Allez, à la prochaine.